Alors bonjour à toutes et à tous. On est, évidemment ravis de vous accueillir, autour de cette, table, de cet espace d'échange, numérique. On est 24, il y a beaucoup d'inscrits donc on devrait peut-être être, même le double, au final, autour de cet espace. Je vous rappelle, donc un petit peu de quoi il s'agit. En fait, l'ARP Normandie organise aujourd'hui et le 27 novembre, en fait, une série de rencontres sur, la question du torchis et des terres fibrées. Vous l'avez vu dans le programme, en fait, ces échanges sont susceptibles, de nourrir, en fait, la rédaction d'un manuel technique sur le torchis et les terres allégées. Et l'idée aujourd'hui, c'est, aujourd'hui et dans la foulée le 27 novembre, d'organiser un échange en fait, qui a pour vocation en fait de faire entre guillemets «un rapide état de l'art» et des questions qui se posent aujourd'hui, dans le domaine du torchis, par rapport à certains enjeux qui se posent, en particulier autour des questions de l'étanchéité et de l'acoustique. Je vous rappelle quelques règles, voilà, du jeu pour que l'échange se passe au mieux. Hem, Là, du coup, donc c'est parfait, vous avez, tous éteint vos caméras et vos micros. Je vous propose donc, si vous souhaitez prendre la parole, d'allumer évidemment, de penser à bien allumer votre micro et pourquoi pas aussi votre caméra, pour, pouvoir vous présenter. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté en 2 mots, moi je m'appelle Christophe Tréhé. Je suis, notamment journaliste, et en particulier pour la revue La Maison écologique. Voilà, et donc quelques documents seront partagés pendant les échanges pour illustrer certains propos, et on le fera par le biais du partage, d'écran. Voilà, donc on aura 2 temps d'échange, enfin 3 temps d'échange, un 1er autour des questions d'étanchéité, d'isolation, un 2e temps, autour de des rapides, points d'information sur la rédaction du guide, notamment sur par l'équipe de l'ARP, enfin auquel l'ARP contribue, et puis un 3e temps plutôt sur les questions autour de l'acoustique. Alors à chaque fois, on vous proposera, le cas échéant, d'intervenir aussi et de poser vos questions. On ne doute pas que, certaines questions resteront en suspens, et on avisera, pour voir dans quelle mesure la session du 27 novembre peut permettre d'approfondir certaines questions qui n'auraient pas pu aujourd'hui être, abordées, comme on le souhaitait. Voilà, donc je passe tout d'abord la parole à l'équipe de l'ARP Normandie qui va nous rappeler un rapide point sur ce que l'association fait dans le domaine de la valorisation de la terre. Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai activé la vidéo. Vous voyez quand même. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Donc, alors, je vais vous partager mon écran pour vous donner un tout petit support de présentation, quelque chose d'extrêmement simple. Voilà, donc normalement, vous devriez voir le site internet de l'ARP qui vous permet de savoir un petit peu voilà, ce qu'on fait et quelles sont les ressources disponibles. Donc l'ARP, c'est une association, donc c'est l'association régionale de promotion de l'éco-construction en Normandie. C'est une association donc, qui comporte des adhérents, parmi lesquels de nombreux particuliers qui soient intéressés par le sujet ou qui soient autoconstructeurs ou autorénovateurs total ou partiel. Et puis des professionnels. Une bonne moitié de nos adhérents sont des adhérents professionnels qui regroupent, on va dire, un petit peu tous les métiers autour de l'éco-conception et de l'éco-construction en Normandie. Donc au-delà de cette, donc voilà, on met en œuvre un nombre assez important et assez divers d'actions pour permettre de faire la promotion des techniques et des matériaux qui permettent de réduire l'impact sur l'environnement des actes de construire, rénover, habiter. Je ne vais pas vous en faire la présentation maintenant parce que ça prendrait un petit peu de temps. Je vais simplement vous essayer de vous montrer à travers le site internet en quelques minutes ce qui concerne particulièrement la terre crue. Alors, sur le, euh, donc, parmi nos activités, vous voyez qu'il y a un activité qui s'appelle un bouton qui s'appelle développement de filière, dans lequel vous allez pouvoir retrouver les différentes actions qui sont menées sur les différents matériaux locaux auprès desquels on intervient. Donc, si on clique sur la terre, on va voir que apparaît une des principales activités qu'on a réalisées jusqu'à présent sur la terre crue, à savoir la coordination du guide de bonne pratique Torchi en Normandie, mais vous pouvez également télécharger gratuitement sur notre site internet l'ensemble des guides de bonne pratique qui ont été réalisés
par d'autres structures, enfin, qui ont été coordonnées par d'autres structures communautaires dans d'autres régions françaises et qui vous permet d'avoir voilà, accès à l'ensemble de ces documents qui sont aujourd'hui voilà, été publiés. Vous pouvez également, si vous êtes professionnel ou si vous avez des informations intéressantes à partager, continuer à nous envoyer des informations sur votre pratique de la terre crue ou du torchis ou sur des choses qui pourraient être évoluées dans nos publications. Concernant bon, voilà essentiellement ce qu'on fait sur la terre crue. Vous pouvez également retrouver dans le bouton ressources d'autres documents, comment dire, qui sont téléchargeables et qui vous permettent d'avoir des informations sur les matériaux locaux en Normandie. Et puis l'ARP, c'est aussi, enfin, ce qui est aussi disponible sur notre site internet, c'est les actualités. Donc là, vous voyez, vous connaissez, vous avez probablement vu cet article puisque vous êtes inscrit aujourd'hui, mais voilà, sont accessibles les actualités autour de la terre crue en Normandie. Donc là, on affiche une actualité qui est organisée par l'ARP, mais les actualités qui sont organisées par nos partenaires sont également diffusées sur notre site internet. Et pour que l'information vienne directement à vous, voilà, il y a des choses très simples que vous pouvez mettre en place, c'est vous inscrire à la newsletter, voilà, qui vous permet de recevoir sur votre boîte mail les infos de l'ARP et de ses partenaires sur l'éco-construction en Normandie. Si vous êtes, enfin voilà, consulter ou participer à la cartographie des professionnels de l'éco-construction en Normandie. Et puis dernier point qui a son importance, c'est l'adhésion, puisque étant une association, voilà, nous avons besoin aussi nous réalisons des actions parce que nous avons des adhérents qui participent et qui adhèrent. Donc voilà, en tout cas, voilà les ressources que vous pouvez trouver au jour d'aujourd'hui sur la terre crue via notre site internet via le site internet de l'ARP et qui résume à peu près ce que nous faisons. Je te repasse la parole, Christophe. Merci Grégory pour cette courte présentation. On va donc entamer pleinement cet échange donc autour d'un premier thème que l'on souhaitait vous proposer, qui est celui en fait la façon dont sont traitées les questions d'isolation, d'étanchéité, notamment d'étanchéité à l'air, dans le cadre de la mise en œuvre du torchis. Alors c'est vrai que si on souhaite évidemment vous proposer dans un premier temps des témoignages, un ou deux points de vue pour engager la discussion, peut-être déjà partager quelques questions et solutions qui sont expérimentées aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire part de votre propre expérience en prenant la parole. On vous le permettra dans un deuxième temps. Même si notre temps d'échange est assez limité aujourd'hui, on essaiera de faire en sorte que nous puissions discuter un minimum dans le cadre de cette visioconférence. Alors, dans un premier temps, justement, on souhaitait en particulier donc, vous proposer de passer la parole à l'équipe de la SIC Ecopertica, donc, en particulier donc Arthur, Elwin de Ménibus et Marie Dano qui nous ont rejoints, pour pouvoir déjà, par exemple, partager avec vous le fruit des recherches que vous menez sur le terrain de la valorisation des terres fibrées, en particulier du torchis. Vous aviez, enfin, en préparation de cet échange, vous m'expliquiez que vous aviez un certain nombre d'éléments justement à partager autour de la question de l'étanchéité et des questions selon vous qui se posent. Est-ce que vous pourriez déjà nous voilà, partager le fruit des recherches que vous avez menées récemment sur ces questions-là? Alors oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, alors peut-être parler un tout petit peu plus fort si vous pouvez. Ouais, je vais augmenter mon micro. Est-ce que là, c'est Parfait. mieux? Ouais, c'est mieux. Okay. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis avec Marie Dano. On est tous les deux, on travaille tous les deux avec Ecopertica. Alors on n'est pas du tout spécialisé du torchis. On travaille plutôt sur le terre allégé et sur le terre chanvre en particulier. Voilà. Donc on a, comment dire, sur cette partie sur l'isolation, enfin sur l'étanchéité à l'air, on a 3 exemples de chantiers qu'on a réalisés, sur lesquels ça peut poser des questions à des endroits. Et l'idée, c'est de vous présenter ce qu'on a fait et puis qu'on en discute, quoi. Marie,
est-ce que ça t'irait de commencer pour présenter ton cas d'étude? Oui, oui, je peux commencer. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui. Oui. Du coup, je vais faire un partage d'écran, si c'est possible. Je vais montrer une image. Il faudrait que le participant d'avant désactive. Voilà, merci. Tu devrais pouvoir partager ton écran maintenant. Parfait. Normalement, c'est bon. Je sais pas si j'ai le bon écran. Vous voyez bien la photo de la fenêtre? Oui. En fait, on a un cas donc, de rénovation globale d'un bâti en pierre où on a réalisé une isolation par l'intérieur avec un terre-chanvre projeté. Donc, on a une ossature bois qui est mise en place en fait par l'intérieur avec un filet. Donc, le terre-chanvre est projeté en 2 passes. Une première passe qui va aller jusqu'au filet, donc une deuxième passe ensuite qui recouvre les montants et donc qui permet d'éviter tous les petits ponts thermiques. Et donc là sur la photo, on voulait faire un point plus précis sur la fenêtre, qui a été posée ici en feuillure avec un comprimande. Et donc lors de la pose, on a prévu une bande de frein vapeur en attente en fait. Donc ça nous a permis ensuite, après la projection du terre-chanvre, de venir fixer ce frein vapeur sur les montants et donc de venir ensuite, à certains endroits, on avait une finition donc au fer où on venait remettre un frein vapeur par-dessus et donc reprendre la liaison entre les 2 freins vapeur, et à d'autres endroits, on avait une finition enduite. Donc, comme on voit sur la deuxième photo ici, donc, où on est venu fixer le frein à vapeur sur les montants. Ensuite, on est venu poser une plaque de fer Macel sur tout l'encadrement de la fenêtre et donc revenir en finition enduit par-dessus pour bien reprendre l'étanchéité à l'air entre l'enduit et le frein à vapeur. Donc, voilà pour ce premier chantier. Alors après, donc je passe sur mes exemples, Marie. Oui. Alors, voilà. Alors on s'est dit qu'on vous présentait les trois cas d'études rapidement, on va dire, puis qu'après on prenait plutôt du temps pour discuter. J'espère que ça va marcher si je fais ça. Vous voyez mon écran? Parfait. Ok. Alors, donc là, il s'agit d'un chantier à l'Aigle, enfin à côté de l'Aigle, donc c'est dans le Perche. C'est un chantier d'un agriculteur qui arrive à la retraite et qui souhaite rénover sa maison sur laquelle il n'a pas travaillé depuis, parce qu'il avait bien d'autres choses à faire. Maison en torchis, mais qui a été sauvagement bricolée, on va dire. Ici, il a décrouté complètement l'enduit ciment sur le torchis. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que le torchis était vraiment abîmé. Enfin, le mélange torchis était abîmé, les montants bois étaient relativement abîmés, mais en tout cas, structurellement, ça avait l'air de tenir encore. Et ce qu'il a fait, par contre, c'est qu'il a reconstruit un pan de bois en chêne, si vous voulez, à l'extérieur de la paroi existante. Et son idée au départ, donc c'est un agriculteur qui avait découvert le chanvre dans sa carrière en tant qu'agriculteur, il l'utilisait pour faire de la litière pour les vaches. Et donc, il s'est dit, je vais partir sur les briques de chaux-chanvre. Donc, il a acheté des palettes entières de briques de chaux-chanvre. Il a commencé à remplir finalement si vous voulez, entre les montants chêne, la nouvelle ossature bois qu'il avait créée. Et le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'endroits où les montants étaient obliques, notamment pour assurer les contreventements. Et donc, avec des briques de chaux-chanvre, c'était beaucoup de travail de découpe pour pouvoir remplir son pan de bois. Et par ailleurs, il se posait la question de comment je fais pour me raccorder sur l'ancien torchis, parce que l'ancien torchis n'est pas plan. Clairement, il est avec des creux à des endroits, là où il a été abîmé. Et donc, il nous a d'abord sollicité pour qu'on vienne faire une projection terre-chanvre par l'extérieur sur le torchis existant pour venir, si vous voulez, jusqu'au nu de la nouvelle ossature, mais le nu intérieur. C'est-à-dire que son idée, c'était qu'on vienne projeter uniquement sur torchis ancien jusqu'à la nouvelle ossature et que lui, il finirait à remplir avec des briques de chaux-chanvre à l'intérieur de cette nouvelle ossature en chêne. Alors, effectivement, donc on est venu, on a projeté contre le torchis existant directement. Et donc là, effectivement, on a des passages d'air en fait entre les pans de bois anciens et les anciens mélanges torchis.
qu'on n'a pas traité particulièrement. On a projeté en direct, si vous voulez, dessus. Alors, je vous montre une deuxième image. Est-ce qu'elle est bien passée sur votre écran? Ça continue à marcher? Oui, c'était bon. Ouais. Alors, sur cette image, ce qu'on voit, c'est un lattice. Alors, bon, en général, on fait ça avec à minima du Douglas, mais là, en fait, on a expliqué à l'artisan comment faire. C'est lui qui l'a fait. Donc, on se retrouve avec du bois jaune. C'est comme ça. L'idée, c'était d'installer un lattice, si vous voulez, entre les deux pans de bois pour que nous, on puisse venir projeter jusqu'au ras du lattice et ensuite pouvoir racler sur le lattice et lui laisser en fait toute l'épaisseur du chêne, enfin de l'ossature chêne, de la structure bois chêne pour pouvoir mettre ses briques. Et donc, en fait, on a fait ça et puis il était très satisfait, ça a été assez vite. Et donc, il nous a dit non, mais en fait, remplissez tout, en fait, ça va beaucoup plus vite. Et donc, on a rempli toute l'ossature au final. C'est-à-dire, donc là, on voit le travail avec l'artisan. Donc, c'est-à-dire qu'on a rempli en deux passes, finalement, enfin, si vous voulez, on a rempli jusqu'au lattice et on a re-rempli derrière pour arriver jusqu'au nu de l'ossature bois. Alors, en termes d'étanchéité à l'air, ça pose des questions. Ça pose des questions d'une part parce qu'on n'a pas traité, en fait, on a toujours ce passage d'air entre le pan de bois et le torchis ancien. Alors, effectivement, entre les deux pans de bois, on a une zone continue d'isolant, donc on n'a pas de pont thermique. Par contre, le terre-chanvre, il n'est pas étanche à l'air. Et à l'extérieur, quand on a projeté le terre-chanvre, on est venu jusqu'au nu de la structure bois, et ensuite on est venu, si vous voulez, avec une cale en bois, on est venu créer la réservation pour faire l'enduit chaud qui sera fait à l'extérieur. Et donc à l'extérieur, on va avoir un endroit où on va avoir, si vous voulez, en apparent, des pans de bois et de l'enduit. Donc on va avoir à cet endroit-là, on est certain qu'à un moment donné, il y aura un retrait qui se fera, un retrait différentiel, donc on aura aussi un passage d'air. Donc là, on est typiquement sur le cas d'un chantier où on n'a pas du tout d'approche globale. On est arrivé sollicité sur une tâche particulière. On a étendu un petit peu notre prestation, on va dire, mais on n'a pas d'étanchéité à l'air, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Voilà, j'en ai terminé pour ce cas-là. Alors, je suis désolé, l'image est de très mauvaise qualité. Alors ça, c'est un chantier qu'on a réalisé à côté de Camembert, près de Vimoutier. Superbe maison, superbe environnement, maison en torchis, sur un soubassement pierre, enfin traditionnel. La terre du rez-de-chaussée a été décaissée pour isoler, en mise à port. Mise à port, il me semble, ouais. Et donc cette terre-là a été réutilisée pour faire l'intégralité de la projection terre-chanvre sur toutes les parois de la maison. Donc c'est un chantier qui a été fait avec Marie Meunier, artisane du Perche, donc a arrêté son activité désormais, mais voilà, c'est elle qui a mené ce chantier-là, et donc nous, on l'a accompagné pour le réaliser. Alors, à l'intérieur, ça, c'est une image de l'étage. Alors, bon, la photo n'est pas super. Alors, en gros, comment ça a été... Donc, à l'étage, ici, il y a eu un embordage qui a été préparé pour une pose de plancher, et sur les murs, des structures en ossature bois qui ont été préparées pour pouvoir assurer la projection. Et parce qu'il y avait aussi des questions de fixation de meubles, etc. Enfin, il y a différentes raisons qui justifient ça, on pourra en parler. Alors, ce qui se passe, c'est que la première année, on a projeté le rez-de-chaussée, et la deuxième année, on a projeté l'étage, puisqu'ils avaient un phasage de chantier qui obligeait à faire des choses comme ça. À l'étage, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont préparé de l'embordage, donc tout le rebut de projection, on l'a directement raclé et remis dans le plancher. Et en fait, à l'étage, ils n'ont pas encore fini les enduits. C'est-à-dire qu'on est dans le même cas que tout à l'heure. On est sur un torchis existant sur lequel on a donc une étanchéité à l'air qui n'est pas faite, enfin, qui n'existe pas, puisqu'on a des jonctions entre le mélange torchis et le pan de bois. Nous, on est venu projeter directement, si vous voulez, sur ce support-là. Et l'idée, c'est d'avoir une finition à l'intérieur, ensuite en enduit terre. Mais cette finition, aujourd'hui, n'est pas faite. Ils n'habitent pas à l'étage, ils habitent au rez-de-chaussée principalement. Et ils sentent les courants d'air à l'étage. C'est-à-dire, finalement, c'est un peu le même mécanisme qu'une maison en botte de paille sur laquelle on n'a pas fait les enduits terre. La botte de paille, elle n'est pas étanche à l'air. Là, le terre-chanvre n'est pas étanche à l'air. Et donc, tant qu'ils n'auront pas fait les enduits terre, ils n'auront pas l'étanchéité à l'air de leur paroi. Mais sachant que l'idéal pour une isolation, c'est d'avoir l'étanchéité à l'air des deux côtés, l'étanchéité à l'air extérieur et intérieur, il y a sûrement une piste d'amélioration à trouver sur cette technique-là, où on aurait peut-être dû gérer quelque chose au niveau de la jonction, enfin de préparation du support, je dirais, entre la jonction du pan de bois et du torchis pour améliorer cette étanchéité à l'air des deux côtés de l'isolant. Voilà, j'en ai terminé pour ce qu'on avait à présenter. Très bien, merci à vous deux. Est-ce qu'éventuellement, d'ores et déjà, l'un ou l'une d'entre vous aurait une question à poser ou
on voit que là, voilà, il y a des cas de figure où finalement, vous avez tenté de gérer ou pas, d'appréhender de façon plus ou moins fine cet enjeu de l'étanchéité, en composant avec des conditions de chantier qui le permettaient plus ou moins facilement. Est-ce que ça peut éventuellement faire écho à des problèmes que l'un ou l'une d'entre vous aurait rencontrés sur des chantiers, avec peut-être du coup des solutions qui seraient à même d'éclairer là, les problèmes qui se posaient sur les chantiers que nous ont présentés l'équipe d'Ecopertica? Non. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, Patrice Le. Ouais. Ouais, j'ai vu sur le pignon, en projeté à l'extérieur, il y avait encore des enduits de ciment où il me semble qu'on voit le spectre des agglos encore apparent, il me semble. Alors, à l'étage, tout à fait. Au rez-de-chaussée, non. Enfin, au rez-de-chaussée, oui, c'est ça, au rez-de-chaussée, on était vraiment sur le torchis existant. Et à l'étage, ça avait été bricolé. Il y avait effectivement des parpaings, etc. Mais nous, on n'a géré que la partie rez-de-chaussée sur le support torchis. Ouais, donc, tu n'as pas projeté sur les agglos là-haut? Non, je n'ai pas projeté sur les agglos. Ah ouais, parce que avec une paroi en ciment étanche comme ça, on peut faire des blocages hygrométriques et générer des problèmes derrière. Il faut assurer la perspirance. Si on fait un blocage dans le milieu du mur comme ça peut être catastrophique après. Après, je dirais qu'on est dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire que si on a le ciment à l'intérieur et qu'on projette par l'extérieur sur le ciment, si tu veux. Oui, mais tu as un blocage hygrométrique quand même. Hein. Oui, mais ce que ça veut dire, c'est que l'eau ne passera pas dans la paroi. Ce qui serait dramatique, c'est à l'envers, c'est-à-dire d'avoir le parpaing et de le projeter par l'intérieur. Parce que là, on vient mettre un matériau terre qui va absorber l'eau, qui va venir la bloquer en fait au niveau de l'interface. Non, sinon après, je ne vois pas de problème particulier pour étancher à l'air. C'est sûr que tant que les enduits ne sont pas faits. Par contre, moi, sur les colombages extérieurs, j'aurais fait soit un crâne ou appliqué un litho pour créer une chicane. Pour éviter, comme on va avoir le retrait, si on a un petit litho, faire une petite chicane, ça freine le passage à l'air quand même. Il ne doit pas être important parce qu'il n'y a pas un gros retrait. Et puis, il faudrait que la maison soit vraiment en dépression pour amener l'air dedans, dans le mur. Oui, tout à fait, ça, on ne l'a pas fait. Ça. Ouais. Ça aurait été mieux, un peu une petite chicane. Ouais. Vous pouvez Patrice la proposition, moi ça m'intéresse. Alors Pauline, je suis architecte. J'ai un projet de rénovation dans l'Eure à Hailly d'un bâtiment qui est en torchis, qui est une grange qui est abandonnée, qui a eu pas trop d'enduit ciment à l'extérieur, un petit peu à l'intérieur. Les torchis est vraiment délabré. Et donc, je suis assez intéressée par les solutions techniques et j'aurais bien aimé que Patrice développe un petit peu ce dont il parlait là, avec les lithos et les chicanes. J'ai pas compris. Oui. Alors, soit le charpentier fait un crâne, il creuse, il fait comme une feuillure, mais dans le milieu de l'épaisseur pour créer un creux, ou alors si on ne peut pas faire un creux, c'est d'appliquer un litho assez épais ou un demi-chevron de façon à ne pas avoir une surface lisse à l'intérieur perpendiculaire à la surface pour générer comme une chicane un frein à l'air le long de cette différence de matériaux où il y a la dilatation. Ok, donc pour que le torchis, comme si un peu il rentrait un peu dans l'épaisseur du montant bois pour limiter le passage de l'air. Voilà, oui. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Sophie Popo. Je vais compléter ce que dit Patrice parce qu'en fait, on a mis une illustration, page 39, dans le guide de bonne pratique du torchis, de ce dont parle Patrice, de double latte contre latte ou contre tasseau. On le voit sur les illustrations 13 et 14 des pages 38 et 39 du guide. Moi, je voulais juste peut-être compléter en disant que ça, c'est typiquement une question que se posent les Normands. Et les Picards n'ont pas la même, n'ont pas le même problème puisqu'ils n'ont pas de pan de bois vu. Que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur.
Et peut-être c'est ça aussi qu'il faudrait réfléchir en Normandie, c'est pas avoir un colombage vu des deux côtés. Si on veut que ce soit une habitation, il ne peut pas y avoir le colombage vu des deux côtés. Et sinon, le fait de faire une double ossature, en fait, je crois que c'est assez fréquent. C'est pas si rare comme technique de rénovation. Moi, la question que je voulais vous poser tout à l'heure, c'était c'est quoi votre filet? C'est un filet en nylon. La maille, elle doit faire à peu près 10 cm par 10 cm. Ouais, c'est un peu moins 7 par 7, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. C'est ça. Ce que je voulais compléter aussi, parce qu'au Japon, ils utilisent pas mal de cordes. Et justement, ils font ce qu'ils appellent des petites moustaches sur le côté, un peu sur la même technique qu'utilise Patrice sur ces petites lattes au bord du colombage qui freinent et le passage de l'air et donc aussi le retrait. Eux, ils font ils nouent un petit cordon, une petite corde. Et c'est ça, disent-ils, qui leur permet de réduire ce retrait. Et donc, c'est un peu aussi sur l'idée de ce filet, mais ça pourrait être en corde de chanvre. Vous n'avez pas de filet en corde de chanvre? Bah, en fait, il y a plusieurs choses. Alors, sur les filets en corde de chanvre, on s'était renseigné. Aujourd'hui, c'est quand même pas évident. On a trouvé des pêcheurs qui pouvaient nous en faire à la main, mais le prix au mètre carré n'est pas tout à fait le même. Et clairement, en fait, en gros, pour projeter, pourquoi on met un filet c'est pour pouvoir projeter de grandes épaisseurs en une seule passe. Et il y a deux solutions qu'on a identifiées. Soit travailler avec un latibois. Personnellement, moi, je préfère cette solution-là. Et l'autre solution, c'est de projeter avec un filet. Et j'ai un de mes collègues qui préfère cette solution-là. Et en fait, les deux solutions ont des avantages et des inconvénients. Donc, clairement, le nylon, il a un coût environnemental qui est pas génial. Si on pouvait faire autrement, ça pourrait être bien. Mais c'est efficace, relativement peu cher, etc. Il y a une autre solution avec des latibois qui fonctionnent. J'avais juste une remarque sur la question de la chicane. Pour moi, la chicane, elle a du sens dans le torchis. Mais dans le terre-chanvre, on avait un terre-chanvre qui venait, si vous voulez, entre les deux pans de bois ne sont pas jointifs. On a du terre-chanvre qui vient recouvrement derrière. Donc, de toute façon, le retrait, s'il se fait, si vous voulez, la chicane n'aurait pas été impérative à cet endroit-là, mais parce que c'est un cas particulier où on a bien le matériau qui vient derrière l'ossature. Et une autre chose aussi, c'est que le terre-chanvre projeté a très très peu de retrait. Même au séchage, on a quasiment, enfin, le retrait est infinitésimal, il est quasiment invisible. Et je pense que ça change un peu quand on a des matériaux massifs comme un torchis traditionnel où on a vraiment une matière cohésive. Sur le terre-chanvre, en tout cas, on n'a pas d'autre expérience sur 50 ans, mais en tout cas, entre le moment où c'est mis en œuvre, où c'est relativement humide, et le moment où c'est sec, on n'a pas de retrait vis-à-vis des éléments bois, quoi. Ou très peu. Alors, je souhaitais passer la parole en fait à Olivier Berthaud qui devait nous rejoindre, mais je crois qu'il n'est toujours pas connecté. Et du coup, je lance quand même l'appel au cas où je ne parviendrai pas à le voir dans la liste. Ah bah vous êtes là, pardon. Oui, oui. Eh ben, bonjour, désolé, Bonjour. vous cherchez définitivement, Ça désespérément va, dans la Olivier. liste. Ouais. D'accord. Mais en fait, je voulais vous proposer de poursuivre, si vous voulez bien, parce que voilà, en préparant l'échange, vous me disiez que vous insistiez sur le fait notamment que cette question d'étanchéité, elle dépendait aussi en partie du mode de vie des habitants, sur ce qu'ils sont susceptibles d'accepter ou pas. Est-ce qu'on peut faire avec vous là le lien justement sur la façon dont vous pensez des solutions autour de cette question-là, en fonction aussi de la commande, du contexte dans lequel votre intervention elle s'inscrit? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai la chance de travailler que sur de l'ancien, et donc je ne suis pas soumis à l'étanchéité à l'air de la RT 2012. En revanche, cette question m'a beaucoup interrogé, donc je suis devenu formateur justement dans tout ce qui est parois opaques pour gérer ces problématiques d'étanchéité à l'air. Donc moi, je suis originaire de Champagne-Ardenne, et la façon dont était faite l'étanchéité à l'air dans le temps, je vais tâcher de trouver quelques photos. Je vais vous montrer. En fait, tout vient de l'enduit. C'est-à-dire que
Je peux vous partager ça. Tac. Tac. Voilà. Voilà, à l'écran, vous avez une maison caractéristique de l'Aube. Donc nous, vous voyez, on a donc une maison en pan de bois. Côté ouest, on a une protection du torchis qui est faite par un bardage. Et l'étanchéité à l'air, elle est faite sur un lati extérieur avec un enduit. Et donc, c'est ça qu'on essaie de reproduire. Le truc, c'est que, comme disait Sophie, en fait, la plupart des pans de bois ne sont pas faits pour être apparents, parce que les charpentes, en fait, les bois sont relativement pauvres. Nous, la plupart du temps, on a du peuplier, quelques pièces maîtresses en chêne, mais ça va être tout. Et du coup, tous ces pans de bois ne sont pas faits pour être apparents, donc ils sont protégés. Alors, soit on a des enduits à base de terre ou de chaux, et on a également, je vais essayer de vous retrouver l'autre, on a également des enduits à base de plâtre. Alors, en sachant que, à l'heure actuelle, pour tout ce qui était RT 2012, 1 cm de plâtre, c'est considéré comme étanche à l'air, en enduit intérieur. Mais nous, on en trouve également, vous voyez, sur Lati, on trouve également des enduits plâtre d'extérieur. Donc, c'est fait à base la plupart du temps, de plâtre gros et de chaux aérienne. Donc, c'est ça qui va nous assurer l'étanchéité à l'air extérieur. Ou parfois, si on a un pan de bois apparent, on va avoir un lati côté intérieur avec soit un torchis puis un enduit, soit directement un enduit au plâtre, ce qu'on appelait un bacula il y a encore quelques années. Et d'autre part, on a vraiment sur des maisons, allez, jusqu'au, on va dire, on travaille des fois sur des maisons 14e, 15e. On a, voilà, sur l'extérieur, vous voyez, on a une charpente, on a Olivier, je crois qu'on ne voit pas ta deuxième pas. photo. Ah, alors laquelle? Notamment celle dont vous parliez là sur le bâti 14e, 15e. La dernière, en fait, que notamment vous souhaitiez afficher, on ne l'a pas vu apparaître. Alors, c'est ça. Je crois que la précédente, non. Et la précédente non plus? Ah. Ouais, non plus. Partager. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Oui, je pense que si vous changez de document, il faut renouveler le partage d'écran en fait. Si vous faites défiler un seul document, plusieurs pages d'un seul document, ça fonctionne. Par contre, si vous êtes sur plusieurs documents différents, il faut renouveler le partage d'écran pour sinon ça reste figé. Oui, d'accord, je vois, oui. Petit point technique. Donc ça, c'était celle-là, ok. Tac. Donc vous n'avez pas vu le plâtre non plus alors? Non plus, effectivement. Donc celui-là, c'est bon ou pas? Toujours pas en fait. Je pense qu'il faut que vous suspendiez le partage d'écran et que vous le relanciez pour l'autre document. Là, c'est bon? C'est bon celui-là? Ouais, c'est bon là. Oui, c'est voilà. bon. Donc là, c'était un plâtre, un plâtre sur Lati. Et puis, donc je voulais vous montrer donc l'autre, ça va être ça. Je suis désolé, je suis plus doué en torchis qu'en informatique. Hein. Du coup, la troisième, on la voit pas encore. Est-ce non. on peut faire la même manip de suspendre le partage et le relancer? C'est en Champagne, ces exemples-là?
Oui, tout ça, c'est sur Troyes et sa région. Alors, voilà. Il y en a aussi à Lisieux. Voilà. Donc, c'est bon, celle-là, vous la voyez? Oui. Oui. Voilà. Donc là, vous voyez, donc là, on a un pan de bois horizontal avec des paleçons verticaux. Donc, la plupart du temps, on a des paleçons verticaux avec une tresse d'osier qui maintient le tout. Pour répondre à ta question, Sophie. Et par-dessus, voyez, on a une grosse couche de torchis avec, par-dessus, on a soit un enduit à base de chaux, mais la plupart du temps, comme on est sur de la champagne crayeuse, on a des argiles blanches, donc on a un peu de kaolin très fibré. Et donc, l'étanchéité à l'air, elle est assurée comme ça. Là, c'est côté intérieur. Ça, c'est côté intérieur, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui. Celle-là. Celle-là, vous la voyez? Vous voyez la nouvelle ou pas? On voit l'explorateur de fichier, mais pas la photo. Hop. Pourquoi j'y arrive pas? Ah voilà, c'est bon. Voilà. Donc celle-ci, voilà, vous voyez, pareil, un latis, un plâtre par-dessus, et là, au-dessus, on avait du pan de bois apparent, mais pareil, un torchis qui est plâtré. Et donc là, ce plâtre-là d'extérieur, il assure d'une part l'imperméabilisation voilà, face aux intempéries, et puis quand il est en bon état, il assure l'étanchéité à l'air. Voilà pour ça. Et je voulais vous montrer Peut-être une dernière photo après. Voilà, c'est ce que j'allais dire, une dernière photo sur quelque chose en fait qui a été. C'est une grange qui a été restaurée, mais on est reparti de zéro puisqu'on a démonté la charpente et qu'on l'a remontée. Et donc là, on a fait différemment. L'étanchéité à l'air, en fait, elle a été faite en même temps que l'isolation par l'extérieur. Donc là, on va avoir le remplissage en torchis. On a des panneaux de fibres de bois qui sont. On ne voit pas la photo encore. Ah, ouais. On va y arriver. Ah, c'est ça. Parce que j'ai pas cliqué sur le bon truc. Hop. Voilà, c'est bon là? Ouais. Voilà, donc là, le torchis qui va être fait, donc là, c'est une grange du 15e, mais qui a été complètement démontée et refaite. Et là, donc l'étanchéité à l'air, à l'époque, c'était pas dépendant de la RT 2012. Mais voilà, en extérieur, on a fait donc une ITE en panneau de fibre de bois à rainure languette, avec une lame d'air devant pour assurer la ventilation, mais c'est ça qui va assurer l'étanchéité à l'air du bâtiment. Et pour les bâtiments récents, avec la RT 2012, ça va être côté intérieur. La plupart du temps, justement, le mode de vie des habitants va faire que on va choisir des fois un isolant, par exemple, panneau de fibre de bois, et par-dessus une membrane hydro-réglable. Alors moi, je trouve que c'est pas la meilleure solution parce que l'étanchéité à l'air dans le bâti ancien, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Normalement, on doit avoir une ventilation naturelle, mais voilà, on s'adapte à la demande des clients. Voilà pour moi. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Est-ce que, avant de passer à la partie suivante, l'un ou l'une d'entre vous aurait une question complémentaire ou une remarque à faire au sujet de ces différentes solutions qui ont été présentées? Alors, moi, je veux bien poser une question. C'est pas à propos du torchis, c'est à propos du plâtre. Donc là, on a vu des enduits en plâtre en extérieur. C'est quelque chose qu'on connaît peu. Et le plâtre, quand on a à l'intérieur, avec la pluie, il se gorge d'eau. Enfin, avec l'humidité, il peut se gorger d'eau. Du coup, comment ça se gère en extérieur? Et est-ce qu'on peut faire ça dans la construction d'aujourd'hui? Ah oui, parfaitement. En fait, c'est un plâtre bien particulier. C'est ce qu'on appelle du plâtre gros.
Et en fait, c'est un plâtre qui est très peu cuit, qui est assez brut, et c'est un plâtre d'extérieur. C'est-à-dire que contrairement à un plâtre en intérieur qui effectivement va vite être soluble, le plâtre à l'extérieur, en fait, il durcit et il devient aussi raide que de la pierre. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les enduits du Marais. C'est ce qu'a donné les façades sur Paris, donc beaucoup de façades qui sont en pan de bois, qui sont latées, qui sont plâtrées, et en fait, on resculpte, et donc on fait un faux appareillage. On a l'impression que c'est des bâtiments en pierre, alors que c'est des bâtiments qui sont juste enduits au plâtre. Et ça devient raide, hein. On retravaille ça avec les outils de tailleur de pierre, hein. Et en fait, ces plâtres-là sont la plupart du temps badigeonnés ou mélangés avec une chaux exclusivement aérienne, parce que c'est la seule qui est compatible. Sinon, après, ça crée des selles et le plâtre gonfle, mais c'est une technique qui était très, très, très utilisée au siècle dernier. Voilà, si j'ai répondu à la question. Oui, Patrice. Et puis, le plâtre comme ça, avec ce plâtre gros, c'est quelque chose de pérenne quand même. Bon, Oui. on n'est pas forcément dans le DTU, mais dans le patrimoine, dans le lieu, le DTU, on ne peut pas trop s'y coller. Et c'est un très bon matériau, et comme tu dis, on peut l'entretenir facilement avec des badigeons pour le maintenir à niveau comme un enduit de chaux, et ça va très bien. Oui, tout à fait. On recrée un épiderme. Et c'est vraiment pérenne. Ouais. Bon, ça fait les belles façades aussi, hein. C'est très joli. Et en plus, la stabilité au feu n'est pas négligeable avec ça. C'est très intéressant. Souvent, ouais, voilà, sur Paris, tout ce qui est pan de bois a été protégé comme ça, hein. C'était obligatoire de plâtrer les façades justement pour limiter la propagation des incendies. Il faut simplement penser à prévoir des corniches pour éloigner la pluie de ce plâtre. Voilà, des corniches, des bandeaux, des petites protections en zinc. Avec en effet des gouttes d'eau très pertinentes. Oui, tout à fait. Pas d'eau stagnante sur le plâtre. C'est ça la solution. Comme sur la façade de la photo que tu nous as présentée, on voyait il y a 2 cirés de moulure sur la hauteur. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Tout à fait. Ouais. Nicolas Knapp au téléphone, non, pas au téléphone, au micro. Tu dis que ça durcissait avec le temps, ça fait comme la chaux, il y a une réaction de cristallisation, il y a quelque chose, on sait ça, je suppose. Ouais, le plâtre, en fait, le plâtre gros, c'est compliqué à travailler puisque ça prend 5 minutes. Donc, c'est très, très physique à faire. En revanche, voilà, on peut l'adjuvanter avec de la chaux aérienne qui prenne un petit peu moins, mais dans le temps, voilà, il y a une carbonatation qui se fait parce qu'il y a des zincs cuits, et puis parce que ce plâtre-là, c'est pas uniquement du gypse, il y a aussi dedans du carbonate de calcium, qui fait que voilà, ça durcit, c'est vraiment très raide. Ouais. C'est naturellement un mélange en fait chaud-plâtre, quoi. Voilà, ouais. Merci pour ces éléments. C'est passionnant, mais on doit passer à la partie suivante si vous voulez bien. N'hésitez pas aussi éventuellement à glisser des questions, des commentaires sur la conversation. Je vois que Sophie Popo faisait une proposition complémentaire et voilà, ça nous permet aussi nous, de conserver ça et le cas échéant de garder ça en tête pour la conversation suivante du 27. Est-ce que, Sophie, du coup, je te passe la parole. Tu souhaitais de présenter, faire un point de parcours là, sur les différents travaux autour du guide et autres travaux d'écriture sur ces techniques-là. Est-ce qu'on peut faire ça tout de suite ?